En plaçant lentement sa main devant sa bouche, l'ange dit d'un ton excité « Oh le faucheur noir, tu as encore obtenu la première place ». Pendant ce temps, il la regardait tout simplement en pensant à comment il transformera cette sainte ange en merde sainte. En entendant cela, tout le monde a commencé à chuchoter, se demandant qui diable était le faucheur noir pour avoir pu tuer plus de 700 personnes. Est-ce qu'il en a tué 70% tout seul? Est-il un démon? Il est vraiment incroyable et pour cela, il mérite une récompense. Ensuite, le système félicita Ryu pour avoir atteint le premier rang dans sa zone et le premier rang mondial. Pour cela, il a reçu un coupon de sélection d'armure rare et un coupon de sélection de récompense spéciale. Ryu le regardait avec un visage sérieux, pensant qu'il avait effectivement besoin d'une bonne armure et que ce coupon arrivait au bon moment, sinon il aurait dû gaspiller ses pièces d'or pour l'avoir et en tant que le roi des radins, vous voyez. Il a utilisé le coupon de sélection d'armure intermédiaire et a choisi le costume d'assassin. En le portant, sa défense, son agilité, sa vitesse d'attaque et sa vitesse augmenteraient drastiquement. Ensuite, il a ouvert la boîte de récompense spéciale et comme toujours, il y avait 3 options. 5000 pièces d'or, des informations sur la prochaine manche et un bonus de 50% sur les statistiques pour la prochaine manche. Ryu expliqua que la 5e manche avait une grande récompense de quête secondaire, mais c'était du côté difficile et en considérant tous les monstres qu'il tuerait, il a donc choisi le bonus de 50% sur ses statistiques. Après cela, l'ange avec un ton excité, a dit « Est-ce que tout le monde a vérifié son rang? Juste pour rappel, tous ceux classés en dessous de 512 seront éliminés. » Puis avec un sourire sinistre en se léchant les doigts, elle a dit « Maintenant on va commencer l'anéantissement mes petits chiens » et en un clignement, tous ceux classés en dessous de 512 ont commencé à disparaître. Ils ont paniqué en se voyant disparaître, leur force a commencé à quitter leur corps, certains ont commencé à prier Dieu et certains suppliaient l'ange en disant « S'il vous plaît, laissez-nous en vie et nous ferons n'importe quoi. Même essuyez votre fessier angélique si vous le voulez. » Il ne voulait juste pas mourir, mais comme tu peux t'y attendre l'ange ne s'est pas arrêté. Pendant que tout le monde disparaissait, Youngmin les regardait paniquer, pensant qu'il serait également éliminé car il avait tué ses 6 amis encore et encore. À sa surprise, il n'a pas disparu. Arin quant à elle, tenait fermement ses oreilles essayant de ne pas entendre les cris des gens, elle tremblait de peur. Le garde du corps restait là comme si rien ne s'était passé et Ryu avec un visage silencieux, fermait les yeux et commençait à prier pour les morts, disant qu'il s'assurerait de transformer chaque être saint en merde sainte et il s'assurerait de se venger. Puis Ryu ouvrit les yeux lorsque le système notifia que maintenant, 90 953 209 personnes survivraient dans le monde entier et que la zone de Ryu comptait 521 survivants. Le prochain tour commencerait à minuit le 1er mai 2023. Avec cela, le tour se termine et chaque survivant retourne dans son corps. Dès son réveil, le garde du corps courait, en panique et inquiet, il ouvre une porte avec fracas, criant le nom du démon divin. Le démon divin quant à lui, dormait juste sur le dos, torse nu. Il ouvrit légèrement les yeux, tenant ses cheveux, et bon sang, il avait l'air fabuleux. Toujours endormi, il dit « Ne t'ai-je pas dit de ne pas me réveiller pendant mon sommeil de beauté ?» et demanda s'il s'était passé quelque chose d'urgent. Le garde du corps paniqué a expliqué que même après l'avoir appelé pendant un moment, il n'a pas répondu à son appel, alors il a pensé que quelque chose lui était arrivé et il a accouru à l'hôtel pour le rencontrer. Je te le dis, on peut rajouter à la liste de compétences du garde du corps infirmier, mis à part être le super protecteur et le nourrisseur. Le démon divin lui a demandé « Est-ce que tu pensais que je mourrais juste dans une petite manche insignifiante? N'as-tu pas vu mon nom dans le classement ?» Le garde du corps expliqua qu'il avait vu le nom du démon divin dans le classement, mais il était toujours inquiet. « Tu vois, je t'ai bien dit que le garde du corps est excessivement protecteur envers le démon divin. » Maintenant, même le démon divin commença un peu à être agacé. Et il expliqua que le 4e tour était tout simplement trop fou et qu'il était mentalement épuisé. Alors, il s'était endormi dès son retour sur Terre. Avec un regard empoisonné, le démon divin joignit ses mains et dit que même pour lui, ce tour était un véritable enfer, et il n'arrive pas à croire quel genre de démon fou ce faucheur noir est pour tuer 722 personnes tout seul. Il veut vraiment le rencontrer maintenant à tout prix. Puis le garde du corps dit qu'il pense que le faucheur noir est probablement un soldat des forces spéciales en service actif, sinon il aurait dit un meurtrier formé. Mais le faucheur noir n'est pas un mauvais gars et ne tue pas sans réfléchir, donc il écarta l'hypothèse selon laquelle il pourrait être un meurtrier avec ce genre de compétences en Corée, rien de plus ne lui vint à l'esprit. Cela laissa le démon divin plonger dans une réflexion profonde, pensant que plus il pensait à lui, plus il commençait à l'admirer. Peu n'importe l'identité réelle de ce faucheur noir, il voulait le faire rejoindre son équipe, et puis il pensa qu'il avait effectivement quelqu'un qui pouvait aider, et le visage de Ryu lui vint à l'esprit en pensant qu'il lui demanderait s'il savait quelque chose à propos du faucheur noir. Ensuite, le garde du corps choqué, dit qu'il était choqué après avoir vu de ses propres yeux que le 4e tour s'était déroulé exactement comme Ryu leur avait dit. Il pensait honnêtement que Ryu était un escroc, mais après l'avoir vu de ses propres yeux, il ne peut pas croire qu'il existe une personne qui peut voir l'avenir.
Le démon divin était d'accord avec chaque mot du garde du corps et dit que Ryu leur avait dit que le 4e tour n'était pas une chasse aux monstres et ce serait un massacre entre humains. C'est exactement ce qui s'est passé. Le garde du corps demanda au démon divin ce qu'il devait faire maintenant et si le démon divin prévoyait vraiment de laisser Ryu être son partenaire commercial. Le démon divin répondit bien sûr, car Ryu est un actionnaire majeur avec 31% de participation, que peut-il même faire? Ces 31% de l'entreprise lui appartiennent, on peut même dire que l'entreprise est pratiquement entre les mains de Ryu. Cela laissa une fois de plus le garde du corps paniqué, et il demanda si le démon divin allait vraiment se retirer complètement de l'industrie, comme Ryu l'avait dit. En portant sa robe de nuit noire de jet, le démon divin demanda « Quel est l'intérêt d'en parler maintenant ? Cela ne me dérange pas même si Ryu fait faillite avec l'entreprise. Dans ce monde, l'information est la véritable monnaie et avec la vision future de Ryu, c'est un très petit prix à payer. Et si Ryu parvenait vraiment à faire de l'entreprise l'une des 10 meilleures en Corée ? Puis avec un sourire amusé en regardant par la fenêtre, le démon divin dit que même si le garde du corps n'aimait pas son comportement, il voulait qu'il loue Ryu et danse à son rythme, car seulement ainsi ils pourraient obtenir toutes les récompenses juteuses et sucrées pour eux-mêmes. Le garde du corps baissa la tête en signe d'accord, disant au démon divin qu'il ferait attention à son comportement quand il traitera avec Ryu à partir de la prochaine fois. En entendant cela, le démon divin fut ravi et dit au garde du corps d'appeler Ryu immédiatement et de l'informer qu'ils organiseraient une grande fête plus tard dans la journée pour célébrer leur survie à la 4e manche. Il voulait même que Ryu vienne avec sa famille s'il en avait, et demanda aussi au garde du corps d'également inviter Arin à la fête. Selon lui, il devait avoir des célébrités avec eux pour cette célébration. En fin d'après-midi, Ryu se tenait debout près d'un café, attendant quelqu'un. Il était classe avec son style urbain. Il agitait la main avec un sourire charmant en voyant Juri s'approcher, qui le complimenta en lui disant qu'il était très beau dans sa tenue. Mais Ryu, notre cher séducteur, savait y faire et lui répondit qu'elle était encore plus jolie. Juri interrogea Ryu sur ses plans soudains pour le déjeuner, et il expliqua qu'ils devaient célébrer leur survie au 4e tour avec un bon repas. Ils marchèrent vers la voiture, tandis que Juri disait à Ryu que si c'était ainsi, elle profiterait bien de tous les avantages d'avoir un ami riche. En traversant les rues, Ryu et Juri étaient assis côte à côte, et Juri remercia Ryu en lui disant que c'était seulement grâce à lui qu'elle avait pu se préparer pour la 4e manche. Avec un sourire, Ryu demanda à Juri si elle avait déjà pensé qu'il pouvait mentir, mais Juri répondit qu'elle n'y avait jamais pensé, car elle ne comprenait pas ce que Ryu gagnerait à lui mentir. En entendant cela, Ryu remercia Juri de lui faire confiance, mais elle lui dit immédiatement que c'était plutôt elle qui devait le remercier, car si Ryu ne lui avait pas conseillé de tuer au moins 30 personnes, elle serait déjà morte. Mais selon Ryu, il n'y avait aucune raison pour que Juri le remercie, car même sans son conseil, elle aurait survécu grâce à la rune de protection en sa possession. À chaque vie, elle survit toujours à cette manche. Elle était en fait aussi débrouillarde, en comparaison à Arin, qui était comme une fleur protégée dans une serre. Juri était plus comme une mauvaise herbe en dehors du jardin d'Arin. Après quelques minutes de conduite, Ryu et Juri arrivèrent au restaurant cher et commandèrent un repas. Ryu dit à Juri de profiter de son repas aussi, et ils commencèrent à manger. Ryu sourit en essayant de se souvenir du nombre de fois où Juri l'avait déjà remercié, mais d'un autre côté, Juri était déprimée. Pour elle, une meurtrière comme elle ne devrait même pas manger un repas comme celui-ci. En voyant cela, Ryu demanda à Juri pourquoi elle ne mangeait pas, même s'il savait que Juri se sentait encore coupable d'avoir tué d'autres personnes. Juri répondit qu'elle ne se sentait pas très bien, mais Ryu lui demanda directement si elle se sentait coupable parce qu'elle avait tué quelqu'un pendant la manche. Il conseilla à Juri de ne pas trop se culpabiliser parce qu'elle devait vraiment survivre à la manche. De plus, ce n'était pas seulement Juri qui l'avait fait, en regardant la situation de plus près, tuer était inévitable pour elle, il était aussi primordial pour Ryu. Juri commença presque à pleurer même après avoir entendu tout cela, disant à Ryu qu'en fin de compte, c'est un fait qu'elle avait tué quelqu'un. Mais Ryu lui cria dessus, disant à Juri que ça suffisait, que si quelque chose de similaire se produisait à l'avenir, il ne laisserait pas cela se produire sans rien faire. Qu'en est-il des familles qu'ils avaient? Une image du jeune frère de Ryu apparut dans son esprit alors qu'il disait à Juri que tous les joueurs avaient leur famille qui les attendait pour revenir. En entendant ces mots sortir de la bouche de Ryu, Juri réalisa que si elle ne se réveillait pas après un tour du jeu, son père serait profondément attristé par cette perte et pleurerait toute la journée. Juri admit que Ryu avait raison, lui disant qu'elle avait oublié sa famille pendant un moment, ne réalisant pas que son père était toute la raison pour laquelle elle avait pu durer si longtemps. Avec un regard déterminé sur son visage, Juri remercia Ryu de l'avoir réconforté et aussi de lui avoir fait reprendre ses esprits. Mais Ryu lui demanda de ne pas le mentionner et lui dit de manger rapidement la nourriture car elle était délicieuse. Juri accepta la proposition de Ryu et commença à manger, lui disant que la nourriture était vraiment très savoureuse et qu'elle sentait son épuisement de la 4e manche s'évaporer avec chaque bouchée qu'elle prenait. Ryu était ravi d'entendre ce que Juri disait. Après un moment, quand ils eurent fini leur repas, Juri remercia Ryu de lui avoir offert un si bon repas. Ryu lui fit remarquer qu'elle l'avait appelé sans son nom de famille pour la première fois.
En entendant cela, Juri fut surprise et lui demanda si elle pouvait l'appeler ainsi à partir de maintenant, s'il ne voyait pas d'inconvénient bien sûr. Ryu accepta immédiatement cela, devinant que l'humeur de Juri allait maintenant bien et qu'elle se sentait mieux, il voulait aller droit au but et lui demander de sortir. Enfin, il voulait partager quelque chose d'important avec elle. Le visage de Ryu devint plus sérieux alors qu'il disait à Juri qu'il l'avait appelé aujourd'hui principalement pour partager des informations sur la 5e manche avec elle. Juri était choqué au plus haut point, demandant si Ryu avait vu l'avenir une fois de plus. Ce dernier lui répondit que oui, et que la 5e manche serait la plus difficile de toutes les précédentes, et dans celle-ci, toutes les zones du monde auront fusionné. Cela surprit Juri, et elle demanda si cela signifiait qu'ils seraient capables de se rencontrer à l'intérieur du donjon. Ryu répondit rapidement oui, mais pas dans la 5e manche car ils seraient téléportés très loin l'un de l'autre, et dans sa vision il les avait vus très éloignés. Donc se rencontrer immédiatement serait impossible. Mais Ryu se questionnait sur comment pourrait-il rencontrer Juri et qu'est-ce qu'il lui dirait. « Bonjour, je suis Ryu, alias le faucheur noir qui vient de tuer 722 personnes à la manche précédente. » Si elle découvrait qu'il est le faucheur noir, elle pourrait s'évanouir de choc. Ryu expliqua que le 5e tour allait être très difficile et dangereux, et qu'elle pourrait même ne pas en sortir vivante. Mais il y avait un seul moyen de passer ce tour. Curieuse, Juri demanda quel était ce moyen. Et Ryu répondit en 3 mots, le faucheur noir. Si elle voulait survivre, elle devait à tout prix trouver et demander de l'aide au faucheur noir. Cela choqua Juri au plus haut point. Juri surprise, demanda à Ryu s'il parlait du faucheur noir, qui est classé numéro 1 dans le monde entier. Ryu le confirma, ce qui a encore plus troublé Juri. Avec un ton doux, elle a demandé s'il lui disait de demander l'aide au faucheur noir pour réussir le 5e tour, et Ryu a expliqué que ce n'était pas une aide, mais plutôt une coopération avec lui, c'est comme former une alliance temporaire et c'est le seul moyen de survivre à la 5e manche. Sinon, elle mourra. En entendant cela, Juri s'est un peu inquiétée et elle a demandé pourquoi le faucheur noir, un joueur de haut niveau, un joueur de niveau 30, formerait une alliance avec elle qui était une joueuse de si bas niveau et très faible. Quand Ryu expliqua que le faucheur noir ferait certainement une alliance avec elle à cause de sa capacité de buff, Juri semblait toujours inquiète, pensant que ce serait formidable si quelqu'un comme le faucheur noir l'aidait à réussir le tour, mais elle s'inquiétait de savoir si le faucheur noir voudrait joindre ses forces avec elle juste pour une simple compétence de buff. Pendant qu'elle le disait, l'inquiétude pouvait se lire sur son visage. Ryu a juste ri, pensant que ce n'était pas juste un simple buff, elle ne réalisait pas à quel point sa bénédiction était miraculeuse. Ensuite, Ryu expliqua à Juri de ne pas s'inquiéter et que le faucheur noir coopérerait certainement, il en est sûr à 100% et pas seulement pour cette manche. Le faucheur noir l'aidera pour tous les tours à venir. Cela a rendu Juri curieuse, et elle a commencé à penser que Ryu fumait peut-être de la beuh et se shootait à la vodka. Elle lui a demandé pourquoi il était si sûr, et Ryu expliqua qu'il avait vu dans sa vision que Juri et le faucheur noir travaillaient ensemble non seulement pour cette manche, mais pour de nombreuses autres à venir. Donc, il a insisté pour que Juri ne s'inquiète pas trop. En entendant cela, Juri a souri un peu, son inquiétude s'étant dissipée, avec une voix tremblante elle a demandé si Ryu disait vraiment la vérité. Et Ryu a dit oui. Juri s'est mise à sourire chaleureusement face à cette déclaration, remerciant Ryu de lui avoir donné une information si précieuse. Elle ne savait vraiment pas comment elle pourrait rembourser cette dette inimaginable, pour toute l'aide qu'il lui donne. Elle a demandé à Ryu de tendre la main et quand il l'a fait, Juri a utilisé sa compétence de bénédiction et l'a donnée à Ryu. Tout le corps de Ryu a commencé à briller, et il a ressenti la chaleur de la bénédiction de Juri. Il a souri chaleureusement, pensant que Juri est vraiment une femme gentille et avec un sourire qui peut tout faire fondre. Ryu remercia Juri, ce qui était suffisant pour faire fondre chaque fibre du corps de Juri et augmenter le rythme de battement de son cœur. C'était trop pour elle et elle a commencé à se sentir toute frissonnante, tout son corps et sa poitrine ont commencé à se serrer après cela. Avoue, pendant un moment je suis sûr que tu t'es imaginé être avec ton crush ou ta crush à la place de Ryu et Juri, persévérance et courage. En arrivant chez lui, le système notifia à Ryu que toutes ses statistiques avaient augmenté de 50%. Ryu avait tué 100 insectes innocents, cela a activé sa compétence de massacre, augmentant toutes ses statistiques de 100%. Assis sur le canapé, il pensait que maintenant que toutes ses statistiques avaient augmenté de 150%, il pouvait obtenir l'objet qu'il voulait. Il ouvrit sa fenêtre de statut et remarqua que sa chance était à un incroyable 84 points, ce qui était insensé. Il est tellement chanceux à ce stade que même s'il se tient devant un train, le train commencera à reculer et ne le touchera pas. Ryu a sorti son ticket de loterie de pierre de mana de Baran et a expliqué normalement qu'un ou deux cristaux de mana seraient tirés, mais un maximum de 5 peut être tiré et il se demandait s'il serait capable de tirer les 5 cristaux de mana. Ryu commença à penser que dans ces moments-là des gens normaux prieraient Dieu pour obtenir de bons résultats, puis avec un sourire sinistre, Ryu dit « Lui prier ? Quelle blague !» Ces emmerdeurs de Dieu avec leurs anges viennent de kidnapper la moitié de la population de la Terre et les font jouer à un jeu de la mort et probablement ces emmerdeurs de Dieu regardent ça de quelque part. Puis Ryu jura en son propre nom en disant qu'il s'assurera d'atteindre la dernière manche, et les compétences qu'il a acquises de ce Dieu,
Il se fera un malin plaisir de tous les défoncer, boira leur sang doré et puis il chiera au visage de ses dieux. Ryu ouvrit le ticket de pierre de mana de Baran. Le système a félicité Ryu pour avoir obtenu 5 pierres de mana de plus Baran. Ryu a obtenu 2 pierres de mana rouge de Baran, un jaune, un vert et une violette. En voyant cela, Ryu a été surpris, pensant qu'il ne s'attendait vraiment pas à obtenir 5 cristaux de mana, même si sa chance est de 84. C'était trop rare et bien qu'il ait maudit les dieux, il a obtenu de bons résultats. Donc à partir d'aujourd'hui, il maudira les dieux pour tout ce qu'il fait. Puis Ryu commença à combiner tous les cristaux de mana de Baran et expliqua que s'il combinait tous les cristaux de mana de Baran, il obtiendrait une pierre de mana de rang supérieur comme il l'a fait. Il a en effet reçu un cristal de mana de niveau moyen rouge, puis il l'a utilisé et l'a placé sur sa capuche de l'assassin. Il a également utilisé la pierre de mana qu'il a obtenue d'Arin et en combinant toutes les pierres de mana de Baran sur tout son équipement. Toute sa chance, agilité et défense ont augmenté de 2%. Maintenant Ryu était satisfait du résultat qu'il a obtenu, il ne s'attendait pas à ces résultats et pensait que Juri était vraiment comme un porte-bonheur pour lui. Puis, Ryu a dit qu'il était temps de se préparer à rencontrer le démon divin à la grande fête. Plus tard, nous voyons Ken déconcerté et trop choqué pour parler. Paniqué, il a demandé si Ryu disait vraiment que le PDG de la société dans laquelle il avait acheté 31% des actions était l'héritier du groupe Ozun, et en portant son manteau noir, Ryu a répondu par l'affirmatif et qu'il a également été invité à la fête en tant que futur associé commercial et comme fête de bienvenue. Pendant ce temps, Ken a commencé à trembler de nervosité car Ozun était la 10e personne la plus riche du monde et son grand frère a été invité à sa fête. Ryu, quant à lui, préparait Ken en lui faisant porter ses vêtements, en disant que les membres de la famille étaient également invités. Donc, Ken doit aussi y aller et ne pas être trop nerveux car son grand frère est maintenant actionnaire à 31%. Comme Ryu a fini de s'habiller, la sonnette a fait sursauter Ken et il a commencé à crier. Ils doivent être là. Il est vraiment nerveux. Ryu lui dit de rester calme alors qu'il était toujours nerveux, essayant de maintenir un calme apparent. En ouvrant la porte, Ryu a été surpris car devant lui se trouvait le garde du corps. Il a d'abord baissé la tête en disant bonjour et qu'il est là pour les assister. En voyant le garde du corps, Ken s'est énervé et s'est accroché à l'épaule de Ryu, disant qu'il était la même personne qui les avait insultés l'autre jour. Mais Ryu n'a rien dit et a juste présenté Ken au garde du corps en disant qu'il est son petit frère. Voyant cela, le garde du corps a baissé la tête et s'est excusé pour l'autre jour et s'est ensuite présenté à Ken, disant qu'il est le chef de département de la société Avonlea Diamond Consulting et encore une fois, il est très désolé du fond de son cœur de l'avoir insulté et il espère qu'un jour il lui pardonnera. Ken ne savait pas quoi faire, alors il l'a juste pardonné, et Ryu a regardé tout cela avec un sourire satisfait, puis le garde du corps a dit de ne pas s'inquiéter et en guise d'excuse, ils ont également préparé une grande fête et ont dit de les suivre. Sous un magnifique ciel étoilé, à l'hôtel impérial, Ryu et Ken entraient dans l'hôtel en suivant le garde du corps. Ken était extrêmement nerveux parce que c'était la première fois qu'il venait dans un endroit aussi grand. Soudain, le démon divin avec un sourire chaleureux, appela Ryu en lui disant qu'il était ravi de le voir bien et en vie. Ryu serra la main du démon divin pendant qu'il lui demandait si la personne à côté de lui était son frère cadet. Sachant que Ken était nerveux, Ryu l'a immédiatement présenté au démon divin en disant qu'il s'agissait de Ken, son frère cadet. Le démon divin se présenta comme Ma Gyeongrok, le président de Avonlea Diamond Consulting. Ken, nerveux à l'extrême, serra la main du démon divin de la main gauche. En voyant cela, Ryu le corrigea tandis que le garde du corps regardait les frères avec confusion. Puis le démon divin demanda à Ken s'il était également un joueur dans le jeu de la mort. Ken répondit timidement et rapidement qu'il n'était pas un joueur. Ryu ajouta que son frère cadet n'avait que 14 ans et qu'il n'était donc pas éligible pour ce jeu de la mort. Le démon divin sourit et dit à Ken que c'était une chance divine qu'il avait sauvée, car pouvoir échapper au jeu de la mort d'une seule année était vraiment enviable. Sans perdre plus de temps, le président invita les deux frères à le suivre. Il leur dit que bien que ce soit un peu simple, la fête était quand même préparée pour eux. En entrant dans la salle à manger, un chef et une servante étaient prêts avec des bouteilles de vin pour les servir lors de cette grande occasion. De la bonne bouffe délicieuse était disposée sur la grande table à manger, prête pour les membres de la fête. La servante prit les manteaux des frères. Ken le plus jeune avait des paillettes dorées dans les yeux en voyant cette grande préparation et cette nourriture pour la première fois. Le président dit aux frères qu'ils devaient avoir faim, il ajouta que bien qu'il n'y ait pas beaucoup de nourriture préparée, ils pourraient quand même se rassasier. En entendant cela, Ken était choqué au plus haut point sachant que le président disait que cette énorme quantité de nourriture n'était pas beaucoup. En voyant cela, Ryu sourit et appela son frère cadet en lui disant de le suivre. Le démon divin dit au frère de manger d'abord. Puis une porte s'ouvrit avec fracas. En entendant cela, Ryu se retourna et a été surpris. Il s'agissait d'Arin qui les rejoignait à la fête. Elle portait une belle robe noire avec une expression sérieuse sur le visage. Ryu pensa que le démon divin avait également appelé Arin, puis leurs yeux se croisèrent. Arin, dans sa robe noire ébène, surprit Ryu avec son corps sexy. C'était trop pour Ken. Après tout, il était son plus grand fan, il n'arrivait pas à croire qu'Arin se tenait juste devant ses yeux.
Le démon divin se leva également de sa chaise et accueillit Arin. Mais Arin s'excusa d'abord le visage triste, auprès du démon divin, disant qu'elle était désolée d'être un peu en retard car elle avait dû assister aux funérailles de son ami décédé lors de la dernière manche. Le démon divin répondit de manière désinvolte que c'était compréhensible. Ensuite, il demanda à Arin de saluer l'invité le plus important, en désignant Ryu comme un actionnaire majeur et un homme très respecté. Arin tourna son attention vers Ryu et se présenta en tenant ses cheveux avec glamour, mais elle s'arrêta à mi-chemin en voyant le visage de Ryu. Pendant ce temps, Ken était toujours debout comme une statue, la bouche ouverte comme s'il avait vu un fantôme. Puis Arin demanda à Ryu s'ils étaient les voisins qu'elle avait rencontrés l'autre jour, ceux qui étaient venus lui offrir un gâteau de riz en guise de cadeau de bienvenue, et Ryu confirma en disant oui, c'étaient les mêmes personnes. Ensuite, Arin avec un sourire chaleureux, qui réchauffe le cœur, se présenta en disant qu'elle était très heureuse de les rencontrer mais intérieurement, elle était choquée, pensant que Ryu semblait plus jeune qu'elle, et pourtant il était un actionnaire majeur. Elle pensait que le démon divin lui faisait une farce. Pendant ce temps, Ken perdait la tête demandant à Ryu si la personne devant lui était vraiment Arin et s'il ne rêvait pas. Et Ryu, remarquant l'agitation de Ken, réalisa qu'il avait oublié de lui dire comment Arin travaillait sous les ordres du démon divin. Puis il pensa que c'était ainsi que réagissaient les gens normaux lorsqu'ils rencontraient une célébrité et qu'il devait agir comme un novice et naïf. Il décida donc de commencer à jouer son rôle de naïf et regarda aussi Arin en essayant de montrer qu'il était intéressé par elle tout en étant très maladroit. Et son jeu d'acteur fonctionna et le démon divin voyant Ryu, crut que Ryu était intéressé par Arin, et il eut un sourire malicieux en pensant que Ryu était encore jeune et un loser vierge, et qu'il n'y avait aucun moyen de résister à la beauté d'Arin. Il crut que faire venir Arin était une idée de génie. Ensuite, le démon divin ouvrit les bras et avec un sourire chaleureux, dit qu'il devait avoir faim, alors il leur demanda de se mettre à l'aise et de profiter de la nourriture. Quelques instants passèrent et tout le monde appréciait le repas, et Ken tout en mangeant, n'arrêtait pas de louer à quel point la nourriture était bonne. Ryu était heureux de voir Ken apprécier la viande, puis le démon divin demanda à Ryu comment était la nourriture en disant au chef de faire très attention ce soir. Ryu et Ken passaient un bon moment interrompu par le démon divin et avec un visage gêné, Ryu dit que la nourriture était vraiment savoureuse. Ensuite, le démon divin demanda à Ken comment était la nourriture. Il fut également surpris car Ryu était en train de lui donner de la viande. Puis, avec un sourire chaleureux, Ken dit que la nourriture était vraiment délicieuse, c'était la meilleure qu'il ait jamais mangée dans sa vie. Cela rendit le démon divin fier, et il dit qu'il était heureux qu'ils aiment la nourriture, pensant intérieurement que cela valait la peine de harceler les chefs. Le démon divin demanda pourquoi Ryu n'était venu qu'avec son frère cadet, qu'en était-il de leurs parents ou de leurs proches. Cette question rendit Ryu un peu triste, et avec un visage triste il a expliqué que Ken est le seul membre de sa famille restant. Ses parents sont décédés quand il était enfant. En voyant Ryu, le démon divin commença par s'excuser d'abord, disant qu'il est vraiment désolé d'entendre cela. De l'intérieur, il commençait à se sentir mal. Ainsi, il se demanda pourquoi diable avait-il posé cette question aussi malvenue, il avait rendu l'atmosphère morose et totalement gâché l'ambiance. Maintenant, il se demandait comment il pourrait remonter le moral aux deux frères. Un aussi bon repas ne pouvait qu'être accompagné d'un délicieux dessert, et pourquoi Arin avait une aussi mauvaise mine? Tout en buvant son café, le démon divin réfléchissait à ce qu'il pouvait faire pour remonter le moral et regardait Arin avec agacement, espérant qu'elle le regarderait en retour. Il voulait qu'Arin fasse quelque chose pour remonter le moral, mais elle était occupée à boire son thé. Alors il posa son café sur la table, se levait de son siège disant à Arin de le suivre une seconde, disant qu'il avait quelque chose de très important à dire sur les affaires. Cet appel soudain a surpris Arin, mais elle a accepté de venir. Ils étaient en train de marcher dans un énorme couloir, et après une marche silencieuse, le démon divin s'est arrêté et a appelé Arin par son nom en lui demandant si la nourriture était savoureuse. Arin a poliment répondu avec un sourire chaleureux, « Oui, la nourriture était vraiment savoureuse, et je l'ai vraiment appréciée. » En entendant cela, le démon divin a fait un sourire malicieux et l'atmosphère est devenue plus sombre, se retournant soudainement vers Arin avec un visage agacé et dégoûté, il a dit « Pensez-vous que je vous ai appelé ici pour vous nourrir ?» Cela a surpris Arin et en maintenant sa voix profonde, le démon divin a continué en disant qu'il l'avait appelé pour égayer l'ambiance. Arin se tenait là sans rien dire. Puis Arin s'est excusée, disant qu'elle pensait qu'elle avait été simplement invitée à profiter de la fête, mais le démon divin l'a interrompue en cours de route, demandant pourquoi il l'aurait simplement invitée à un événement comme celui-ci pour simplement en profiter. Pensait-elle être une grande diva? Puis le démon divin, tout en tenant sa main, s'est normalisé et a expliqué qu'il était désolé de s'être mis en colère. Il ajouta que maintenant qu'elle sait pourquoi elle a été appelée ici, elle doit faire son travail. Il lui avoua que Ryu n'est pas seulement un actionnaire majeur, il est le seul à voir l'avenir. Cela a choqué Arin au plus profond d'elle-même et le démon divin a expliqué que c'est pourquoi il était si en colère quand elle a agi de manière si introvertie et maintenant sa seule tâche était de rendre Ryu heureux. Seulement en le gardant heureux, ils peuvent obtenir toutes les informations croustillantes sur ce qui va se passer au prochain tour.
Puis, avec une voix profonde et excitée tout en serrant le poing, le démon divin dit à Arin d'utiliser son joli corps afin de séduire Ryu et faire tout ce qui est nécessaire pour lui plaire. Cela a rendu Arin un peu mal à l'aise, inquiète et paniquée. Arin a dit qu'elle était désolée d'être impolie, mais elle ne peut pas faire ça. Mais même avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, le démon divin a commencé à la menacer, disant qu'il était celui qui l'avait rendue célèbre et qu'il pouvait aussi tout gâcher pour elle. Alors, qu'elle réfléchisse bien avant de parler, Arin est restée silencieuse, le visage déprimé et triste. Le démon divin a continué à lui donner des instructions sur la manière de séduire Ryu, disant que quoi qu'il en coûte, elle doit le séduire et le faire sien, mais elle est restée silencieuse sans dire un mot. Cela a de nouveau agacé le démon divin, et d'une voix profonde, il a demandé à Arin pourquoi elle ne lui répondait pas. Hésitante et d'une voix tremblante, elle a accepté de le faire, et tout en la quittant le démon divin lui dit qu'il la surveillerait pour voir à quel point elle se débrouille. Et Arin a hésité en disant qu'elle avait compris. Pendant ce temps, le garde du corps et le patron étaient assis en silence avec une énorme gêne qui planait. Quand le démon divin est entré dans la pièce, il s'est excusé disant qu'ils avaient dû attendre si longtemps parce qu'il avait dû avoir une discussion très importante avec Arin sur les affaires. Donc, cela a pris du temps. Puis, avec un sourire confiné, tout en regardant Arin, le démon divin a dit maintenant qu'ils avaient fini de manger, pourquoi ne pas emmener cette fête ailleurs? Arin était toujours très mal à l'aise avec un visage en sueur. Puis il ouvrit la porte et disait au garçon de le suivre. Ensuite, le démon divin s'énerva en regardant Arin lutter pour faire un geste envers Ryu et il a commencé à maudire Arin dans son esprit, pensant qu'elle n'avait qu'une seule chose à faire, qui est de faire bon usage de son corps et cette sotte inutile ne peut même pas faire ça. Mais avant qu'Arin ne puisse faire un geste, mon boy Ken a fait un geste envers Arin. Il s'est approché nerveusement d'Arin, toujours timide s'adressant à elle. Il avoua qu'il était un grand fan d'elle et qu'elle était bien plus belle en vrai que sur les photos, ce qui fit penser à Arin que Ken était un fan bien mignon et le remercia. Ken demanda si cela ne dérangeait pas Arin s'il pouvait prendre une photo avec elle si elle avait le temps. Arin a répondu en souriant qu'elle serait ravie de voir Ken heureux, Ryu était également heureux. Pendant ce temps, le démon divin a rapidement ouvert son téléphone et a commencé à envoyer un message, pensant que le jeune frère semblait bien plus excité que Ryu et que Ryu semblait être giga Chad, donc il ne peut pas être excité par n'importe quelle fille dans le monde, il devait donc changer son plan. Puis Arin a reçu un message sur son téléphone. Curieuse, elle a immédiatement vérifié le message et a été choquée après avoir lu ce qu'elle a vu. C'était le message que le démon divin avait envoyé, disant que le plan avait changé et qu'elle devait maintenant séduire le frère cadet. Cela a perturbé l'esprit d'Arin, se demandant comment, au nom de Dieu, elle pouvait séduire un homme si mignon et innocent, même sa cerise n'avait peut-être pas encore éclaté. Pendant ce temps, Ryu a remarqué qu'Arin se comportait d'un peu mal à l'aise et a décidé d'enquêter. Le démon divin était très heureux, pensant que dès qu'Arin aurait réussi à séduire Ken, l'aîné viendrait naturellement de son côté. Il pourrait alors facilement obtenir des informations sur la prochaine manche. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à ce moment-là, Ryu entendait tout ce que le démon divin pensait en utilisant sa compétence de pensée intérieure. Après un moment, le démon divin a emmené tout le monde dans une énorme salle rouge et a accueilli tout le monde en disant que c'était une salle privée spécialement conçue pour des VIP comme eux. Dans cette salle, ils avaient un accès illimité aux boissons, aux snacks, aux chansons et à tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Pendant que Ken était trop émerveillé de voir cette grande salle et qu'Arin était, comme toujours stressé, Ken a dit avec inquiétude qu'il était encore au collège et qu'il était mineur, donc il ne pouvait pas boire. Le démon divin en agitant la main, a dit que ce n'était pas grave et que ce n'était pas un problème car ils avaient aussi du jus d'orange spécialement fait pour lui. Il a immédiatement ordonné au garde du corps, lui donnant l'instruction d'apporter du jus d'orange spécial fraîchement pressé à partir d'oranges fraîchement cueillies, et le garde du corps a accepté et en hochant la tête. Juste à ce moment-là, Ryu a également parlé, disant qu'il ne pouvait pas non plus boire. Le démon divin a répondu que Ryu était de leur âge et que s'ils n'avaient pas encore essayé les boissons, ils pouvaient essayer aujourd'hui car c'était une fête spécialement préparée pour eux. À ce stade, Ryu en avait assez des conneries du démon divin, alors il a poliment demandé à Arin si elle pouvait sortir avec son petit frère et prendre quelques photos avec lui. Eh bien, c'était bien mieux que de le séduire, alors elle a immédiatement accepté et ils sont partis tous les deux. Ken et Arin semblaient remarquer que quelque chose de grand allait se passer, car ils sont tous les deux partis dans une salle silencieuse. Ryu a d'abord appelé le démon divin, et dès qu'il a dit oui, Ryu s'est retourné avec le regard le plus effrayant et le plus mortel sur son visage, fixant le démon divin comme s'il allait le manger vivant et a demandé au démon divin s'il le prenait pour un idiot. Surpris, le démon divin demanda ce qui lui arrivait soudainement. Ryu agacé, lui dit « Je suppose que vous avez oublié que ma classe est celle de voyants ». Le démon divin était sans voix face à cette grosse bombe qui se préparait et Ryu continua en disant qu'avec sa compétence de voir le futur il avait su pour sa petite conversation avec Arin. Et l'atmosphère s'assombrit lorsque Ryu déclara avec froideur en appelant le démon divin par son nom « Peut-on commencer à faire des affaires en faisant des petites cachotteries ?» Effectivement cette bombe a explosé en pleine gueule du démon divin, qui tomba des nues se demandant s'il était vraiment possible pour Ryu de faire cela.
Le démon divin essaya de se justifier en disant qu'il l'a fait tout simplement pour se rapprocher de Ryu. Avant même qu'il ne puisse finir, Ryu l'arrêta en demandant si c'est la raison pour laquelle il a voulu impliquer son frère cadet dans sa folie. Même ça Ryu le savait aussi. Puis, le démon divin s'inclina pour exprimer de profondes excuses et qu'il allait réparer les erreurs qui ont pu offenser Ryu. Ce dernier d'un ton plus posé fit comprendre au démon divin qu'il fermera les yeux pour cette fois car ses excuses semblaient sincères. Excité avec des sueurs froides, le démon divin leva la tête pour remercier Ryu pour cette nouvelle chance, mais soudain le garde du corps revint et entra dans la pièce. Le démon divin en une fraction de seconde retrouva sa posture pour ne pas paraître ridicule devant son employé, puis dit au garde du corps de partir en essayant de paraître cool. Il lui dit qu'il avait quelque chose de sérieux à discuter avec Ryu et lui demanda d'emmener les autres dans la pièce de côté. Le garde du corps comprit puis quitta la pièce en fermant la porte derrière lui. Le démon divin quant à lui, maudit intérieurement, il pensait que tout se passait bien, grâce à Harin, mais il ne pouvait pas croire qu'il avait fini par offenser Ryu à la place. Soudain, Ryu lui demanda s'il voulait des informations sur le prochain tour. Le démon divin répondit oui et lui demanda s'il le savait, mais Ryu répondit qu'il avait accepté l'invitation du démon divin principalement pour discuter de la 5e manche, mais compte tenu de ses actions, faire des affaires ou lui fournir des informations n'était pas facile. Le démon divin s'excusa à nouveau sincèrement, espérant que Ryu ne le prendrait pas à cœur. Ryu affirma alors que le démon divin ne devait dès à présent rien lui cacher et devait lui faire entièrement confiance. De plus, il ne devait y avoir aucune discussion inutile sur la gestion de l'entreprise. Il demanda au démon divin de convaincre les autres actionnaires lors de la réunion. Le démon divin répondit affirmativement, promettant de contrôler les actionnaires quoi qu'il arrive. Satisfait, Ryu sourit et assura qu'il veillerait à la croissance de l'entreprise. Il commença alors à partager les informations sur la 5e manche. Le visage du démon divin s'illumina de bonheur en entendant cela, mais il changea rapidement après que Ryu eut à l'informer que la 5e manche serait plus difficile que toutes les précédentes. Cependant, Ryu le rassura en lui disant de ne pas s'inquiéter car il n'aurait pas de difficulté à la réussir. Le démon divin lui demanda alors quelle était la quête qui le poussait à le dire. Ryu répondit que la quête consistait à tuer 300 orques, mais que ce n'était pas aussi simple car il y avait autre chose, les zones allaient fusionner. Ryu expliqua qu'elles fusionnaient probablement pour compenser la diminution du nombre de joueurs. Le démon divin réalisa alors que cela signifiait qu'il pourrait rencontrer des joueurs d'autres zones comme le Faucheur Noir. Cependant, Ryu clarifia qu'il ne serait pas dans la même zone que le Faucheur Noir, et le démon divin demanda alors si Ryu connaissait la véritable identité de ce Faucheur Noir. Ryu admit qu'il ne le savait pas non plus, mais il assura au démon divin qu'il le découvrirait bientôt, même s'il se trouve juste en face de toi. Ryu demanda au démon divin d'un ton ferme s'il poursuivait Youngmin, ce qui le choqua car Ryu savait aussi ça. Ryu dit « Ne comprends-tu pas que me cacher la vérité est inutile ?» Ce à quoi le démon divin répondit comme prévu, que sa lecture de l'avenir était au-delà de l'imagination. Mais Ryu en hochant la tête lui dit d'arrêter d'essayer de traquer Youngmin. Le démon divin était confus, alors il demanda à Ryu pourquoi il devait faire cela, et Ryu lui répondit que s'il embêtait Youngmin, il souffrirait énormément. Toujours confus, le démon divin lui demanda comment exactement. Et Ryu décida de sortir de la conversation par ses dires. Après cela, le démon divin resta silencieux un moment, contemplatif de ce qui venait de se passer, tandis que Ryu le regardait en affichant un sourire satisfait et un regard semi-clos qui voulait clairement dire « Tu vas me manger dans la paume de la main ». Ayant repris ses esprits, le démon divin répondit qu'il n'essaierait plus de localiser Youngmin, et leur conversation d'affaires étant terminée, il lui demanda s'il devait retourner faire la fête, avec des jus d'orange bien sûr. Ryu accepta. Le démon divin soupira alors de soulagement, mais il était toujours stressé, et pensa à prendre une bonne pinte d'alcool pour déstresser ce soir. Derrière son apparence juvénile et fébrile, ce jeune homme cachait en réalité une nature impitoyable. Rien ni personne ne pouvait entraver sa détermination. Il était prêt à écraser tous les obstacles sur son chemin pour atteindre son ultime objectif, réduire en esclavage les autres joueurs et mettre un terme à ce maudit jeu. On le connaissait sous un nom qui inspirait la terreur, le Faucheur Noir. Dès sa réincarnation, il n'avait pas hésité une seule seconde. D'un geste implacable, il avait plaqué un ange au sol, l'avait soumis au pire sévice et sous les yeux d'une humanité impuissante, lui avait arraché les ailes. Ce n'était pas seulement un acte de violence, c'était une déclaration de guerre, un mépris absolu envers ceux de son espèce. Car derrière son éclatante pureté, cet ange n'était rien de plus qu'un être perverti, un tortionnaire qui pour son propre divertissement, avait enfermé des millions d'humains dans un jeu impitoyable où, sur 100 millions de participants, un seul pouvait espérer survivre. Mais cette fois, tout était différent. L'homme venait d'entamer sa 100e réincarnation. Lors de son cycle précédent, il avait surmonté chaque épreuve, traversé chaque niveau, s'élevant au-dessus de tous par sa seule force. Il n'avait compté que sur lui-même, repoussant sans cesse les limites de l'impossible. Mais au seuil de la dernière salle, alors qu'il pensait enfin en finir, le destin s'était brutalement refermé sur lui. L'accès à l'épreuve finale exigeait une équipe de 5 combattants. Seul, il ne pouvait avancer.
Son parcours s'était alors arrêté net, et il avait vu son existence s'éteindre, balayée comme une simple erreur de parcours. C'est ainsi qu'il avait été contraint de tout recommencer. Un dernier cycle, une ultime chance. Cette fois, il ne laisserait rien au hasard. Si tu as manqué les précédentes parties, tu peux trouver les liens en description de cette vidéo ou tu peux cliquer en haut à droite. Surtout, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Après la fin du banquet, envahi par la frustration, le démon divin se laissa aller à ses instincts les plus sombres. Tel un démon rôdant dans la nuit, il traqua sans scrupule des proies humaines dans les bas-fonds de la ville. Dans une ruelle obscure, un homme en s'enfuyait désespérément, mais peu importait où il allait, des pas sinistres le suivaient toujours. Puis, une lame noire s'abattit avec une précision terrifiante. Un éclair glacé fendit l'air et l'homme s'effondra, incapable de soutenir plus longtemps son corps mutilé. Son nom était Antaua. Le démon divin observa froidement l'homme devant lui, sans la moindre trace de pitié dans son regard. Ce dernier ne comprenait pas pourquoi il devait être tué, mais le démon divin esquissa un sourire glacial avant d'expliquer que pour quelqu'un capable de s'en prendre même à des enfants, la mort était la seule véritable destinée. En prononçant ces mots, il abattit de nouveau son épée noire, libérant une énergie étrange qui enveloppa entièrement le corps de l'homme. Peu d'importer ses hurlements de détresse, rien ne pouvait changer son sort. Ainsi, sous l'emprise des ténèbres, toute trace de vie disparut. C'était là la capacité unique du chevalier noir, il devait perpétuellement tuer pour reconstituer son énergie obscure et ainsi pouvoir utiliser ses compétences. De plus, la puissance qu'il obtenait en éliminant des êtres humains était bien plus intense que celle qu'il tirait des monstres. Pour le démon divin, qui prenait un plaisir particulier à tuer, le chevalier noir représentait l'arme idéale, faite sur mesure pour lui. Alors qu'il était persuadé que personne ne connaissait son secret, un bruit derrière lui attira son attention. Il s'arrêta net, sentant une présence capable de le surprendre. Mais en se retournant, il découvrit simplement un petit chat tacheté. Ce n'est qu'à cet instant qu'il laissa échapper un soupir de soulagement. Afin de punir les criminels, il s'arrangeait toujours pour les attirer dans des endroits isolés. Si quelqu'un venait à le surprendre, le nombre de morts risquait d'augmenter considérablement. Soudain, une pensée lui traversa l'esprit, Ryu. Cet homme avait la capacité de voir l'avenir. Il était donc probable qu'il connaissait depuis longtemps la véritable nature du démon divin. Pourtant, il avait choisi de collaborer avec lui. Cette idée rendait la situation d'autant plus intéressante. Au même moment, Ryu rentra chez lui et découvrit un message qui le remplit d'excitation. Un événement exceptionnel était sur le point de se produire dans le monde réel. L'apparition de l'un des 5 grands runes, la rune de réplication. Cet événement marquait également le retour tant attendu de la 2e saison du cycle des 100 réincarnations, après une attente de 262 jours. Lors de la première saison, le faucheur noir s'était distingué en obtenant la première place du 4e défi, un exploit qui lui avait permis d'attirer le démon divin dans son camp. Désormais, la priorité de Ryu était d'obtenir la rune de duplication, un artefact clé pour ses futurs plans. Dans ce but, il décida de soumettre une demande auprès d'une organisation antigouvernementale. Depuis l'apparition du jeu des anges, la population mondiale avait drastiquement diminué, et de nombreux joueurs dotés de pouvoirs spéciaux, revenus dans le monde réel, avaient commencé à enfreindre la loi sans retenue. De ce chaos étaient nés des groupes cherchant à renverser l'ordre établi, avides de recruter ces joueurs. Parmi eux se trouvait un homme corpulent, connu pour avoir été massacré 5 fois d'affilée par le faucheur noir lors du 4e défi. Consumé par la rage, cette personne, surnommée Black Flam Dragon, décida d'ouvrir un véritable carnage dans son école. Son talent obtenu dans le jeu lui permettait d'absorber des runes. Plus il tuait, plus il accumulait des capacités aléatoires. Mais après avoir éliminé un grand nombre de ses camarades, il réalisa que les points obtenus ne suffisaient plus à satisfaire sa soif de puissance. Il tourna alors son attention vers d'autres joueurs. Cependant, s'approcher de ces derniers n'était pas chose aisée. Ce fut alors qu'il remarqua une annonce émise par une alliance de joueurs cherchant à recruter de nouveaux membres. Sans la moindre hésitation, il soumit sa candidature. Le jour de l'entretien, il se rendit à l'adresse indiquée, un café reculé et discret. Lorsqu'il poussa la porte, seuls 2 autres joueurs étaient présents, un adolescent vêtu d'un sweat à capuche rose et un homme à l'air sournois portant une chemise. Ce dernier s'approcha immédiatement pour l'accueillir, expliquant qu'il était l'examinateur en charge du recrutement. Il précisa aussi que le jeune en capuche rose était également un candidat, connu sous le pseudonyme de Petit Flamant Rose. Après un bref échange de salutations, Black Flam Dragon se mit à scruter les lieux avec suspicion. Il nota que ce café n'était pas seulement isolé, mais également dépourvu de caméras de surveillance. L'examinateur, percevant son inquiétude, expliqua que cet endroit avait été choisi spécialement pour l'entretien et que la seule autre personne présente était la propriétaire, actuellement occupée en cuisine à préparer leur repas. En entendant ces mots, Black Flam Dragon laissa germer une idée malveillante. Il se dit que même s'il tuait tout le monde ici et maintenant, il était fort probable que personne ne le découvre. Toutefois, il réprima son envie de meurtre. Après tout, s'il voulait approcher d'autres joueurs et progresser dans le jeu, il devait d'abord intégrer l'Alliance.
Il demanda alors si l'entretien pouvait commencer immédiatement, mais l'examinateur lui répondit qu'il devait encore patienter, car un dernier candidat n'était pas encore arrivé. À ce moment-là, un homme vêtu d'un costume noir apparut lentement à l'entrée. Voyant que la dernière personne était enfin arrivée, le recruteur s'empressa de l'accueillir. Il lui demanda s'il était prêt à participer au jeu, mais fut intrigué par le nom que l'homme mentionna. Celui-ci déclara que son pseudonyme dans le jeu était le Faucheur Noir. En effet, quelques jours auparavant, ce groupe antigouvernemental avait tenu sa 3e réunion en ligne. Au cours de la semaine écoulée, grâce à une jeune femme parmi leurs membres clés qui connaissait bien la base, le nombre de joueurs ayant postulé pour les rejoindre avait explosé, augmentant de plus de 2000 personnes. Parmi eux, 2 individus avaient particulièrement retenu leur attention. L'un était Black Flam Dragon, qui avait obtenu la 3e place régionale grâce à ses compétences, et l'autre était Petit Flamant Rose, classé entre la 4e et la 10e place régionale. Tous deux étaient considérés comme des candidats potentiels pour des postes de cadre. Comme l'homme en chemise était le plus âgé parmi les hauts responsables de leur organisation, la tâche de les interviewer lui avait été confiée. Cependant, personne ne s'attendait à ce que le Faucheur Noir, le joueur classé premier au niveau mondial, soumette également une candidature. Revenons au présent, le recruteur accueillit chaleureusement le Faucheur Noir, tandis que l'homme en costume noir s'assit avec arrogance. Il se présenta aux autres avec un air de dédain, mentionnant son pseudonyme, le Faucheur Noir. Cela terrifia Black Flam Dragon, car dans le jeu, il avait été vaincu à 5 reprises par le Faucheur Noir, et ce nom était devenu un cauchemar qu'il n'oublierait jamais. Il avait même juré que s'il rencontrait un jour le Faucheur Noir dans la vraie vie, il lui demanderait pourquoi il lui en voulait autant et l'avait tué si souvent. Mais lorsque Black Flam Dragon mentionna son propre pseudonyme à l'homme en costume, celui-ci ne réagit pas du tout, ce qui le fit douter. Avait-il déjà oublié son existence? De son côté, Petit Flamant Rose laissa échapper un sourire à peine perceptible, car lui seul savait qu'il était le véritable Faucheur Noir. Le véritable propriétaire de ce pseudonyme était Ryu. À cet instant, Ryu trouvait simplement ridicule le jeune homme en face de lui. Bien qu'il fût lui-même une imposture en ce moment, il savait que l'homme en face était un véritable escroc. Dans le jeu, son pseudonyme était Soldat Cuculu, un escroc professionnel qui commettait toutes sortes de fraudes pour de l'argent. Bien qu'il ne fût pas encore très connu, après avoir obtenu la rune de réplication, il était devenu un criminel notoire, capable de toutes sortes de méfaits. Heureusement, tout se déroulait comme Ryu l'avait prévu, il allait utiliser cet individu pour obtenir la rune de réplication. Après que tout le monde se soit salué, le recruteur commença à vérifier leurs informations personnelles réelles. Ryu inventa un nom et une profession. Quant au pseudonyme Petit Flamant Rose, il avait emprunté le nom d'un autre joueur, car c'était la seule façon de remplir les conditions pour obtenir la rune de réplication. Pour obtenir cette rune, il fallait usurper l'identité d'un autre joueur et tuer à l'endroit où la rune était cachée. Une fois que tout le monde eut présenté ses informations réelles, l'entretien entra dans sa dernière phase. Le recruteur afficha un sourire maléfique et déclara que leur profil était très prometteur, mais qu'ils devaient passer un dernier test pour intégrer officiellement l'organisation. Ce test consistait à commettre un meurtre. En entendant cette demande, Ryu feignit la surprise, jouant parfaitement son rôle. Le recruteur expliqua à Ryu que le gouvernement craignait une force surpassant celle des humains, ce qui expliquait leur rejet des joueurs et leur volonté de les contrôler. Cependant, son organisation pensait que les joueurs deviendraient les maîtres du monde à l'avenir. Pour créer un monde libre de toute contrainte légale, ils avaient besoin de prouver leur détermination, et le meurtre constituait, selon eux, la meilleure preuve. Il précisa néanmoins que ceux qui refusaient pouvaient partir immédiatement, mais qu'ils ne pourraient plus jamais bénéficier de leur aide. Ryu comprit alors que ce discours n'était en réalité qu'un avertissement. Ceux qui partiraient seraient automatiquement placés sur leur liste noire. Le but principal était donc de contraindre les joueurs à tuer, les empêchant ainsi de se retirer facilement. Face à cette situation, le Faucheur Noir ne manifesta aucune réaction particulière, mais Black Flam Dragon resta silencieux. Voyant que personne ne semblait vouloir partir, le recruteur applaudit et déclara qu'il était temps de passer au dernier test. Il appela alors la patronne de l'endroit, expliquant qu'il souhaitait aller aux toilettes et qu'il avait besoin qu'elle amène sa voiture devant l'entrée. Pourtant, dès qu'elle gara le véhicule à l'entrée, 2 mains apparurent soudainement derrière elle. Le recruteur, le visage déformé par une expression cruelle, lui saisit le cou et la fit rapidement perdre connaissance. C'était précisément pour cette raison qu'ils avaient choisi ce lieu pour l'entretien. La patronne constituait l'ultime épreuve. Peu après, le recruteur conduisit le groupe dans un entrepôt isolé où il jeta la patronne au sol avant de demander à l'homme en costume s'il voulait commencer. Bien que ce dernier soit un escroc chevronné, c'était la première fois qu'il devait tuer dans le monde réel, et il hésitait visiblement. C'est alors que la voix de Ryu retentit, il demanda s'il pouvait commencer en premier. Le recruteur, surpris de voir celui qui paraissait le plus craintif se porter volontaire, demanda à l'homme en costume s'il voulait lui céder cette tâche. Soulagé d'échapper à cette épreuve, ce dernier accepta sans hésiter, ignorant qu'il venait de commettre la pire erreur de sa vie. Ryu s'approcha lentement de lui et le remercia.
L'homme en costume intrigué se retourna pour lui demander ce qu'il voulait dire, mais Ryu lui saisit alors la tête. Un craquement retentit, et le faucheur noir tomba au sol, mort. Le recruteur n'en crut pas ses yeux. Tremblant de stupeur, il lui demanda ce qu'il était en train de faire, choqué qu'il ait osé tuer le faucheur noir. Le regard glacé que Ryu lui lança le fit frémir. À cet instant, son aura changea radicalement, son regard prenant l'intensité menaçante d'un prédateur. Au même moment, Ryu entendit une notification du système lui annonçant qu'il venait de remplir une condition cachée en usurpant l'identité d'un autre joueur pour tuer, ce qui lui permit de recevoir un objet rare, le sceau runique. Une lumière dorée pénétra alors son corps. Le recruteur, encore sous le choc, continua de l'interroger en lui demandant pourquoi il avait commis cet acte. Ryu enfila un masque blanc et répondit que c'était parce que cet imposteur avait osé usurper son identité. Puis, il s'avança vers le recruteur, mais ce dernier ne comprenait toujours pas et cria qu'il avait demandé de tuer la patronne, pas le faucheur noir. Ignorant ses protestations, Ryu ramassa le masque tombé au sol et le mit sur la tête de la patronne inconsciente. Lorsque le recruteur lui demanda pourquoi il avait tué le faucheur noir, Ryu répliqua que c'était parce qu'il n'était qu'un déchet, tout comme lui. Ces mots mirent le recruteur en rage. Furieux, il invoqua son arme, déterminé à lui donner une leçon. Ce fut cependant la pire décision qu'il ait jamais prise, car à cet instant, une grande faux noire émanant une aura écarlate apparut lentement dans les mains de Ryu. Le simple fait de voir cette arme stupéfia tous les témoins, car cette faux n'était pas seulement le symbole du joueur numéro 1 du serveur, mais aussi celui de la mort elle-même. Tous ceux qui l'avaient vu avaient déjà péri sous sa lame. En apercevant cette gigantesque faux dans les mains de Ryu, le recruteur resta bouche bée, criant de stupeur en se demandant ce que c'était et si cette arme lui appartenait vraiment. Il était profondément perplexe, car durant tout son parcours dans ce jeu, il n'avait jamais entendu parler d'un joueur maniant une faux aussi imposante. Murmurant pour lui-même, il tenta de comprendre. Soudain, un souvenir lui revint en tête, il avait effectivement entendu parler d'un joueur dont l'arme principale était une énorme faux. En un éclair, les paroles de Petit Flamant Rose s'assemblèrent dans son esprit. Ryu, avec un ton provocateur, lui lança alors qu'il semblait avoir enfin compris la situation. Le recruteur se mit alors à trembler de manière incontrôlable, il balbutia en demandant si Ryu était réellement le faucheur noir. Ryu s'excusa d'un ton moqueur, mais son visage exprimait un profond sarcasme. Lorsqu'il brandit la gigantesque faux, son aura changea radicalement, le rendant méconnaissable. Une intuition fulgurante frappa alors le recruteur. Cet homme était le véritable faucheur noir. Il réalisa alors qu'il n'avait aucune chance de s'en sortir vivant dans ce jeu. Pris de panique, il tomba à genoux sans hésiter. Si son adversaire était vraiment le faucheur noir, toute résistance serait futile. Suppliant pour sa vie, il s'excusa de ne pas l'avoir reconnu à cause de son jeu d'acteur trop convaincant, le suppliant de l'épargner. Ryu refusa catégoriquement ses supplications. Le recruteur ne s'attendait pas à un tel sort. Il cligna des yeux une dernière fois avant que sa tête ne tombe lourdement au sol, roulant jusqu'au pied de Black Flam Dragon. Terrifié, ce dernier poussa un cri strident. En voyant la tête sans vie du recruteur le fixer, une peur glaciale se répandit dans tout son corps, tel un serpent gelé s'enroulant autour de sa colonne vertébrale. Il n'arrivait pas à croire ce qui venait de se produire. Cet homme était vraiment le faucheur noir. Il n'avait même pas vu le moment où il avait brandi sa faux, seulement celui où la tête du recruteur était tombée à terre. Black Flam Dragon tremblait de tout son être, paralysé par une terreur si intense qu'il avait du mal à respirer. C'est alors que Ryu, d'un ton glacial, lui annonça qu'ils n'étaient plus que tous les deux et lui demanda s'il avait quelque chose à dire avant la fin. Ryu lui laissa une chance de parler. Black Flam Dragon lutta pour surmonter sa peur et parvint difficilement à articuler quelques mots. Il précisa qu'il n'allait pas supplier pour sa vie, mais qu'il avait toujours eu une question en tête. Il voulait savoir pourquoi, lors de la 4e manche, Ryu l'avait tué 5 fois. En entendant cette question qu'il avait effectivement prévue, Ryu répondit simplement que la raison était évidente, il voulait limiter sa progression. À ce moment-là, Black Flam Dragon représentait une menace en raison de sa force. Pour éliminer tout concurrent potentiel, Ryu avait dû le neutraliser. En entendant cette explication, Black Flam Dragon ressentit un étrange soulagement, comme s'il venait de résoudre une énigme qui le tourmentait depuis longtemps. Mais son soulagement fut de courte durée, car il se retrouva rapidement dans une impasse. Il envisagea de supplier pour sa vie, mais en repensant à la fin tragique du recruteur, il comprit que cela reviendrait à signer son arrêt de mort. Il posa alors une dernière question à Ryu, lui demandant pourquoi il voulait le tuer. Ryu répondit avec une simplicité froide que c'était parce qu'il n'était qu'un déchet. Il ajouta que s'il était venu ici en suivant les autres, c'était uniquement dans le but de tuer cette femme. Bien que Black Flam Dragon tenta de se justifier en rappelant qu'il n'avait pas encore agi, Ryu resta impassible, lui répliquant que rester les bras croisés était également un crime. Black Flam Dragon garda le silence, mais son expression montrait clairement son désaccord. Ryu poussa un soupir avant de reconnaître que contrairement aux autres déchets, son seul tort avait été de rester passif, il décida donc de lui offrir une chance de survivre. Aussitôt, un éclat d'espoir illumina les yeux du petit gros.
Cependant, Ryu précisa qu'il y avait une condition, il devait remettre tout ce qu'il avait sur lui. Bien que cette exigence ressemblât à celle d'un vulgaire bandit, Black Flamme Dragon n'hésita pas une seconde, il vida son sac sans protester, conscient que sa vie valait bien plus que tous ses objets. En voyant défiler les biens de ce dernier, Ryu ne put dissimuler une lueur de satisfaction. Parmi les objets se trouvaient des cristaux magiques orange et jaune, ainsi que divers équipements vendables en boutique. En estimant la valeur de ces trésors, Ryu calcula qu'il pourrait facilement en tirer au moins 2000 pièces d'or. Pendant ce temps, Black Flamme Dragon observait attentivement Ryu, cherchant à deviner sa réaction et assurant qu'il avait bien tout sorti. Ryu remarqua que certaines armes, comme la hache et d'autres équipements, n'étaient pas revendables en boutique. Il se contenta alors de ramasser les cristaux magiques et quelques pièces d'équipement avant de les glisser dans son inventaire. Intrigué, Black Flamme Dragon lui demanda pourquoi il ne prenait pas le reste. Ryu répondit simplement qu'il n'en avait pas besoin et qu'il pouvait les garder. En ramassant ce qu'il avait choisi, Ryu aperçut l'expression d'attente mêlée d'inquiétude sur le visage de Black Flamme Dragon. Ce dernier osa finalement demander si Ryu comptait vraiment tenir parole et l'épargner. Ryu, feignant de réfléchir en se frottant le menton, finit par hocher la tête d'un air condescendant, comme s'il lui faisait une aumône. Il confirma qu'il respecterait sa promesse et le laisserait partir. Black Flamme Dragon, surpris par cette clémence inattendue, s'inclina à plusieurs reprises en signe de gratitude, comme un petit toutou devant son maître. Ryu, d'un ton détaché, lui conseilla de ne plus agir ainsi et de mener une vie plus honorable à l'avenir. Il ajouta que le cadavre était à sa charge avant de s'éloigner, soutenant la femme blessée en boitant. Black Flamme Dragon regarda Ryu s'éloigner, ressentant un immense soulagement. Il avait cru sa vie condamnée, mais contre toute attente il s'en sortait avec seulement quelques pertes matérielles. Pour lui, c'était une chance inespérée. Son cœur débordait de reconnaissance alors qu'il respirait profondément pour chasser la peur. Pourtant, un étrange sentiment de vide s'empara de lui. Ce vide ne fit que croître, se transformant progressivement en irritation, voire en colère. Il se demanda alors s'il avait eu tort, était-il juste de rester passif et de se faire dépouiller de ses biens? Même s'il n'avait d'autre choix que de céder face à un adversaire si puissant, il réalisa que l'occasion était trop belle pour être ignorée. Devant lui, Ryu s'éloignait lentement, boitant et visiblement affaibli, il était sans défense. Black Flamme Dragon pensa qu'en l'attaquant par derrière avec sa hache, il pourrait le tuer d'un seul coup. Après tout, il tenait une hache dans sa main et avait devant lui une cible vulnérable. Un dilemme le rongea alors, devait-il saisir cette opportunité et risquer sa vie dans une attaque surprise, ou bien choisir la sécurité et partir maintenant? Black Flamme Dragon réalisa que s'il parvenait à tuer quelqu'un d'aussi puissant que le Faucheur Noir, il gagnerait probablement une quantité considérable de points de compétence. Il savait qu'une telle occasion ne se représenterait jamais. Ses yeux s'emplirent alors de convoitise, il resserra son emprise sur le manche de sa hache, puis se mit à suivre silencieusement Ryu, à pas de loup. Ryu avançait lentement, probablement à cause de la femme qu'il soutenait. Ses mouvements étaient hésitants, ce qui donnait l'impression qu'il peinait à marcher. Black Flamme Dragon observa cette faiblesse avec une excitation croissante. Il priait intérieurement pour que Ryu ne se retourne pas. Encore un peu, et il serait assez proche pour frapper. Avec une prudence extrême, Black Flamme Dragon s'approcha, réduisant peu à peu la distance qui les séparait. Lorsqu'il ne fut plus qu'à 5 pas de sa cible, Ryu n'avait toujours pas tourné la tête. À cet instant précis, Black Flamme Dragon leva brusquement sa hache, marmonnant une malédiction silencieuse, il abattit ensuite son arme de toutes ses forces. Le choc familier résonna dans ses mains, la sensation caractéristique d'une lame s'enfonçant dans un crâne. Ce n'était pas seulement une impression, c'était bel et bien la réalité. Ryu s'effondra lourdement sur le sol, son corps privé de toute vie. Black Flamme Dragon eut du mal à y croire, il venait de tuer le Faucheur Noir si facilement. Un intense sentiment de soulagement l'envahit. À cet instant, il réalisa une vérité simple mais indéniable. Peu importe le niveau de puissance de quelqu'un, une tête fendue signifiait une mort certaine. Cette victoire lui procura un plaisir intense, le poussant à éclater de rire. Il se demanda pourquoi Ryu avait été assez stupide pour lui tourner le dos. À cet instant, toute pitié avait quitté son cœur. Il se délectait du spectacle macabre du corps décapité de son ennemi. Après tout, cet adversaire l'avait tué à 5 reprises par le passé. Pourtant, Black Flamme Dragon éprouvait également une certaine impatience. Il était curieux de connaître l'expérience qu'il gagnerait en tuant quelqu'un d'un niveau aussi élevé. Cependant, malgré l'attente, aucune notification d'augmentation d'expérience n'apparut. Habituellement, le système affichait immédiatement ce genre de message. Soudain un bruit retentit tout près, brisant le silence. Quelque chose n'allait pas. Le moindre murmure, résonnant étrangement comme une réplique de ses propres pensées, plongea Black Flamme Dragon dans une panique soudaine qui le fit se retourner brusquement. À sa grande stupéfaction, il distingua la silhouette immaculée du Faucheur Noir, dont il était pourtant persuadé d'avoir déjà anéanti l'existence. Ryu venait d'employer sa technique de réplication pour la première fois, avec une efficacité terrifiante, au point que le tueur impitoyable resta sans voix. Il se souvenait parfaitement d'avoir éliminé son adversaire il y a à peine quelques instants, et pourtant celui-ci réapparaissait, indemne.
Le doute s'insinua alors en lui, n'aurait-il pas par un tour de magie, assisté à la résurrection du faucheur noir? Cherchant à vérifier ses impressions, Black Flam Dragon détourna son regard vers le cadavre à côté, dont il avait défoncé la tête, mais dont le reste avait mystérieusement disparu, ne laissant derrière lui aucune trace, pas même une goutte de sang. C'est à ce moment précis que Ryu intervint d'une voix posée pour préciser qu'il n'avait abattu que son clone. Un éclair d'incompréhension traversa le visage de Black Flam Dragon tandis que Ryu détaillait le mécanisme de la rune de réplication. Il expliqua que cette technique permettait de créer un double identique à soi-même tout en plongeant le lanceur dans un état spectral pendant 10 secondes. Ce clone, bien que parfaitement contrôlable et apte à engager des actions offensives, se trouvait néanmoins démuni face à l'utilisation de compétences ou à la manipulation d'objets et autres capacités spéciales. De surcroît, un seul double pouvait être généré à la fois, et la technique imposait un temps de recharge de 10 minutes. Malgré ces limitations, le fait que Black Flam Dragon se fût laissé berner démontrait toute l'efficacité de cette technique, même en l'absence de réelles aptitudes au combat. Le test avait été des plus concluants. Toutefois, ces explications ne tardèrent pas à déclencher une colère intense chez Black Flam Dragon, qui ne manqua pas de lui reprocher de l'avoir dupé. Face à ces accusations, Ryu esquissa un sourire à la fois amusé et désabusé, lui faisant comprendre qu'il n'avait pas lieu de se poser en victime, puisque c'était lui qui avait failli en pâtir avec sa tête écrasée comme une cerise. Cette remarque ne fit qu'envenimer la fureur de Black Flam Dragon, qui tenta de se justifier en affirmant que l'initiative lui revenait. Mais Ryu, exaspéré, balaya la situation d'un geste nonchalant. Soudain, tout devint confus pour Black Flam Dragon, sa vision se troubla, et il eut la désagréable surprise de voir son propre crâne dégringoler sur le sol, sans réaliser jusqu'au dernier instant qu'il avait déjà rendu l'âme. D'un geste précis, Ryu rangea son arme estimant que prêter l'oreille aux divagations d'un vaincu ne servait qu'à gaspiller un temps précieux. Satisfait, il esquissa un sourire et activa sa compétence d'effacement des traces, faisant disparaître en un clin d'œil les 3 cadavres ainsi que la moindre tache de sang, comme si le massacre n'avait jamais eu lieu. Il était convaincu que quiconque passerait par là aurait du mal à croire qu'un tel carnage s'était déroulé, à l'exception d'une unique personne. Porté par cette pensée, Ryu se dirigea vers la restauratrice étendue sur le sol et lui ordonna de se relever immédiatement, lui signifiant de cesser de simuler l'inconscience. Il savait pertinemment que la restauratrice avait déjà repris ses esprits, mais sans dévoiler comment il en était certain, il se contenta de lui déconseiller de tenter de duper les autres joueurs. La restauratrice se redressa lentement, la honte se lisant sur son visage, et s'excusa d'une voix hésitante. Recouvert d'un plastique qui dissimulait désormais son apparence, elle ne pouvait que percevoir la voix de Ryu et demanda alors si elle pouvait retirer ce qui lui obstruait le visage. Ryu l'interrompit aussitôt, expliquant qu'il craignait que ses vêtements ne le trahissent et ajouta qu'il ne lui poserait que quelques questions avant de partir. Résignée, la restauratrice n'eut d'autre choix que de se plier à ses instructions. Plus tard, Ryu lui demanda si elle savait combien de clients étaient venus à ce jour et si elle conservait encore le souvenir de leur visage. La patronne, quant à elle, ne se rappelait que de 4 personnes, dont une, d'une 40aine d'années, l'avait marqué par une conversation, tandis que les autres lui étaient complètement oubliées. D'après le témoignage de celle qui l'interrogeait, Ryu parvint à déceler au plus profond de lui que ses paroles étaient sincères. Une fois cette certitude établie, il la rassura d'une voix douce en lui indiquant qu'elle était désormais en sécurité et lui recommanda de ne surtout pas alerter la police une fois rentrée chez elle, de crainte de subir d'éventuelles représailles. Enfin, il lui demanda de compter 60 secondes avant de retirer le plastique. Pendant que la patronne lançait le compte à rebours, le seul son perceptible était le murmure du vent. Au terme de 60 secondes, elle se mit aussitôt en mouvement et parcourut les lieux d'un regard anxieux. Pourtant devant elle, il ne se dévoilait qu'une fenêtre délabrée, ni le cadavre, ni la moindre trace de sang, et même son mystérieux sauveur semblait s'être volatilisé, comme si rien ne s'était passé. Face à ce décor inattendu, la femme resta pensive, se demandant si tout cela n'était qu'un rêve irréel. De retour chez lui, dès qu'il poussa la porte, Ryu constata que puisque le sweat à capuche rose avait été emprunté à Ken, son frère se montrait étonné de le voir rentrer si tard. Pour justifier son absence, Ryu se contenta d'une explication succincte avant de retirer ses vêtements. Bien que ces derniers paraissent impeccables, il ne pouvait pas les rendre à Ken et les jeta résolument à la poubelle. Ce geste attrista profondément son frère toujours si économe, tandis que Ryu lui expliquait que le vêtement avait perdu de son éclat et qu'il l'emmènerait en acheter un neuf, une proposition qui fit naître chez Ken une vive réticence. En effet, avec des individus tels que Black Flam Dragon, l'école avait cessé ses cours depuis longtemps, et ne pouvant sortir seul, Ken n'avait d'autre choix que de rester à la maison. À cet instant, Ryu décida de consacrer la journée suivante à s'amuser avec son frère. Le lendemain, ils se donnèrent à fond dans le parc d'attractions, Ryu accompagnant Ken dans toutes les activités qu'il désirait voir, acheter des friandises ou expérimenter des manèges. Pourtant, par moments le regard de Ken trahissait une pointe d'inquiétude, redoutant qu'une fois la journée terminée, ne vienne le redouté moment du jeu des anges, cette épreuve mensuelle qui pouvait mettre son grand frère aux portes de la mort.
Ryu se contenta alors de tapoter doucement la tête de Ken pour lui assurer avec toute la sincérité possible qu'il reviendrait sain et sauf et qu'il ne l'abandonnerait jamais. Le temps passa, et comme prévu, le jeu des anges débuta. Le soir venu, Ryu, tel un général sur le point de partir en campagne, s'équipait minutieusement et vérifiait sa barre d'état, attendant l'instant précis où il franchirait le seuil de l'autre monde. Juste au moment où cette transition allait s'opérer, un long message d'encouragement de Juri arriva sur son téléphone. En lisant ce SMS, Ryu ne put s'empêcher de sourire, conscient de toute l'appréhension qui l'avait envahi, d'autant plus qu'il avait averti que la 5e manche serait totalement différente, ce qui expliquait parfaitement son stress. Quant à la sécurité de Juri, il n'en avait aucune inquiétude, persuadé qu'il serait désormais le garant de sa protection. Au son retentissant des cloches de minuit, Ryu ferma doucement les yeux, et en un éclair, son esprit s'envola vers un autre monde. Lorsqu'il les rouvrit, le paysage semblait immuable. C'était toujours une immense prairie de la première manche, où petit à petit, les avatars virtuels des joueurs se matérialisaient. Tandis que le décor lui paraissait familier, il ne l'était pas pour les autres, et cette fois le nombre de participants laissait à désirer. En effet, il s'avéra que l'effectif avait été réduit d'un facteur de plusieurs dizaines, ce qui incita les joueurs à échanger des regards interrogatifs, se demandant s'il n'y avait réellement que ces quelques personnes ou si d'autres n'étaient pas encore en route. Ils trouvaient cela inconcevable, d'autant plus que la manche précédente avait rassemblé environ 500 survivants. Un décompte avait confirmé cette estimation, et en observant la foule morcelée en petits groupes, chacun ne pouvait s'empêcher de ressentir une étrange vacuité, surtout en contraste avec la première manche qui avait attiré près de 10 000 participants. Il se disait que ce chiffre n'étant qu'une donnée par zone, l'impression de vide s'évanouirait une fois les effectifs réunis. C'est alors que la silhouette de l'ange apparut lentement avec ce son apocalyptique. Elle salua ses chers petits humains en leur adressant ses félicitations pour avoir survécu à la 5e manche, bien que nul ne se réjouit vraiment de ses compliments, certains estimaient même que toutes ces catastrophes étaient l'œuvre de cette satanée ange. Constatant les visages empreints de gravité, elle taquina les joueurs en insinuant que la manche précédente avait été selon elle, particulièrement divertissante, se rappelant avec un brin de malice la manière dont ils avaient réduit en miettes leurs semblables. Puis, avec un détachement quasi désinvolte, elle déclara qu'elle renonçait à se moquer davantage d'eux, jugeant leur réaction pour le moins peu amusante. Faisant disparaître son sourire, l'ange annonça d'un ton glacial qu'il y avait 442 survivants invoqués, alors que le nombre initial de 521 avait chuté d'environ 80, laissant entendre que nombreux étaient ceux qui s'étaient à nouveau jetés dans les combats du monde réel. À ces mots, la place se remplit aussitôt d'un vacarme tumultueux. Indifférente, l'ange fit savoir qu'elle se désintéressait des affrontements extérieurs, mais considérant qu'un effectif de plus de 400 personnes permettait d'envisager un jeu digne de ce nom, elle déclara avoir préparé quelque chose en ce sens. À ces mots, son étrange sourire refit doucement surface, comme une promesse énigmatique.